Yo mes petits renards araignées, cette vidéo va être difficile. Alors, j'avais prévu de vous refaire un retour de mes lectures depuis le mois de mars, avril, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que j'attends que ma mère me rende un des livres que je lui ai prêté. Je voulais vous présenter Du thé pour les fantômes, La Tresse, 1984, je ne l'ai pas encore terminé, quelques mangas ainsi que Propriété physique du sentiment. J'ai pas eu le temps, je travaille dur sur la version upgradée de l'Étoile solitaire, je travaille dur sur les illustrations, je travaille dur avec une correctrice que j'ai contactée qui va m'aider à améliorer la forme. Ensuite, j'ai eu quelques errances psychologiques, voilà, mais ça c'est pas très important, mais voilà, ça explique pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps déjà quand même. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose de tout à fait différent et de quelque chose sur lequel je pourrais avoir un retour à faire. C'est pas évident parce que ça concerne des sujets vraiment très très intimes et que j'avais pas envie nécessairement de vous exposer à ça sur la chaîne parce que j'ai pas nécessairement envie d'en parler. Comment dire, j'en ai parlé en live et j'en ai fait une vidéo, mais c'était un peu pour répondre à quelqu'un qui me demandait de faire un retour. Là par contre, cette vidéo, je pense que je vais parler un peu plus à cœur ouvert et de choses dont je n'ai jamais parlé en vidéo comme ça ouvertement. Ça m'est déjà arrivé au moment où le procès était en préparation. Mais alors là, en fait, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est que en ce moment, comme vous le savez sûrement, il y a le procès de Dominique Pellicot. Et l'exposition médiatique envers son ex-femme Gisèle. Donc je vais l'appeler Gisèle pendant cette vidéo. Je vais pas prononcer son nom de famille parce qu'elle est en instance de divorce. Donc par respect pour elle en fait, par respect pour ce qu'elle a vécu et par respect pour son expérience personnelle et son vécu qui est très lourd, je vais pas l'appeler Pellicot en fait. Et en fait, je voulais faire une espèce d'analyse, retour d'expérience sur ce que moi j'ai vécu aussi. Parce que si vous connaissez très bien ma chaîne YouTube ou si vous me connaissez personnellement, vous savez que j'ai vécu un viol à l'âge de 22 ans en 2020 et que le procès a eu lieu l'année dernière en novembre 2023 et que mon agresseur a été condamné à 15 ans de prison sans peine de sûreté. Donc en tant que victime, comment dire, non, j'ai plus envie qu'on m'appelle victime, mais en tant qu'ancienne victime de ce genre de faits, et avec l'expérience que j'ai de la justice française, j'aimerais revenir dessus en fait. J'aimerais vous parler en fait, juste vous parler de ça, vous parler de comment je perçois ce genre de faits, comment je perçois les peines qui sont prononcées. Je ne la connais pas, évidemment. Je vais pas parler en son nom, mais je vais parler au nom des gens qui auraient pu vivre la même chose, au nom des gens qui traversent ce genre de calvaire, parce que ben on va pas se le cacher, c'est un calvaire. Vivre un truc pareil, je pense que je souhaite ça à personne, je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Je sais très bien qui est la personne que je déteste le plus dans ce monde, et je lui souhaite même pas ça en fait. Je vais revenir en fait sur pas mal de points, et déjà je vais vous détailler plus ouvertement mon opinion politique déjà. Parce que je pense que le battage médiatique qu'il y a autour de ce procès est un événement politique, est un événement de société, est un fait de société majeur. Et il faut qu'on en parle en fait, parce que alors je pourrais pas vous donner d'idées très claires à partir du moment où je vous aurais pas donné à peu près mon orientation politique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que mon look et ma façon de m'habiller laissent penser, je suis de droite. Donc je vous le dis droit dans les yeux, je suis de droite. En 2022 j'ai voté Zemmour, ensuite j'ai voté Marine Le Pen. Donc voilà, on casse les clichés tout de suite. C'est pas parce que j'ai cette gueule là que je vote à gauche déjà. Et ensuite c'est pas parce que j'ai vécu un trauma comme celui-là que ça a forcément fait changer mon opinion. Les femmes sont multiples, les victimes de ce genre de faits sont multiples. Elles ont toutes une façon d'avancer, elles ont toutes une façon de penser. Elles sont ce n'est pas un bloc uniforme et homogène de gens qui pensent tous de la même façon. Donc voilà. Ce que j'aimerais faire aussi dans cette vidéo, c'est ramener un peu de nuance. J'ai choisi aujourd'hui de porter un t-shirt Marilyn Manson. C'est à moitié innocent. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Parce que mon point de vue sur ce type d'accusation est un peu nuancé. J'aimerais aussi amener de la nuance, voilà, dans tous ces faits-là qui nous montrent les uns contre les autres, qui font du mal à tout le monde en fait. Ça fait du mal aux femmes avant tout, effectivement, parce que il faut rappeler quand même que 95% des victimes de violences sexuelles et de viols sont des femmes, qu'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, que beaucoup d'hommes ne veulent pas aller porter plainte
par fierté masculine ou par pression masculine ou par, je sais pas, construction sociale, je saurais pas vous expliquer. Les hommes ont très honte d'aller porter plainte pour ce style de fait. 80-85% des agresseurs sont des hommes. La majorité des personnes qui sont en prison sont des hommes. Donc on rappelle des chiffres, on rappelle des faits, et 2 à 3% des plaintes sont des fausses accusations. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir à la fin. Donc, vous voyez où je veux en venir. Si je porte un t-shirt Marilyn Manson, c'est pas innocent du tout en fait. Mais ne vous excitez pas tout de suite parce que je vais pas faire un laïus sur oh là là, il faut pas accuser les hommes, il faut protéger machin. Non, je suis pas là pour défendre les agresseurs. Je suis pas là pour défendre des types comme Harvey Weinstein, à cause de qui les mouvements MeToo ont explosé ces dernières années. Je suis pas là pour défendre des gars qui sont connus et du coup qu'il faut pas toucher. Non, pas du tout. C'est absolument pas ça que je veux vous dire. Pour revenir sur... bon, déjà, je vais juste revenir vite fait sur mon orientation politique. C'est pas parce que je vote à droite, voire à l'extrême droite, considérez-moi comme l'extrême droite, je m'en fous. C'est pas parce que je vote à l'extrême droite que je suis complètement stupide. C'est pas parce que je vote à l'extrême droite que j'ai pas un féminisme qui existe en moi et que j'ai pas écrit d'ailleurs 3 personnages féminins hyper forts dans mon bouquin. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans les 3 premiers chapitres, mes personnages féminins se démerdent seuls, sans l'aide des hommes. Elles s'enfuient de prison, elles sont violées en prison, elles sont martyrisées en fait. C'est des femmes martyrs que j'ai écrites. Parce que moi aussi, j'ai vécu ce genre de choses. Je l'ai pas vécu de la même façon, de la manière dont je l'ai raconté, mais pour moi, c'est important de rappeler que une certaine violence existe à l'égard des femmes, une certaine violence existe aussi à l'égard des hommes, que entre hommes, ça se passe pas du tout de la même façon qu'entre femmes, que on a une manière de se comporter qui diffère, que on est différent, que voilà, c'est un peu un rappel, voilà, je me considère peut-être, je pense, féministe de droite, mes personnages n'ont pas été écrits à visée féministe, mais à visée de rappel, pour rappeler que beaucoup de gens souffrent, en fait, que ce soit des hommes ou des femmes, majoritairement des femmes et des enfants, on va pas se le cacher, mais qu'une grande majorité de gens souffrent encore aujourd'hui à cause de ce qu'on pourrait appeler le patriarcat. Je sais pas si je l'appellerais patriarcat, mais j'appellerais ça un système de domination, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'on peut être en mesure de dominer quelqu'un. On peut être en mesure de lui faire du mal, on peut être en mesure de juste anéantir la volonté de quelqu'un d'autre pour son profit personnel. Et ça, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Après, là, il faut que du coup, je vais pas détailler, mais il faut que je vous raconte ce que j'ai vécu. Alors, les faits qui ont été commis sur moi datent de septembre 2020. 2020 et 2021 ont été les pires années de toute ma vie. Parce que je tombais tout doucement dans l'alcoolisme, parce que je me remettais à peine d'un souvenir d'enfance qui m'est remonté, d'une amnésie traumatique que qui a ressurgi à mes 21 ans. En fait, quelqu'un, quand j'étais petite, m'a touchée de manière inappropriée. Et c'était un ami proche de ma mère, du coup j'ai pas osé parler et j'ai fait une amnésie de l'âge de 16 à 21 ans. Donc j'ai dû encaisser ça déjà, et ensuite le confinement m'a fait énormément de mal. Le confinement est tombé le jour de mon anniversaire, le 16 mars 2020. Donc en fait j'ai tout doucement commencé à glisser dans l'alcoolisme et tout doucement commencé à glisser sur une pente très dangereuse dont je me suis sortie que très récemment et dont je suis plutôt fière d'avoir surmonté. Après, surmonter c'est un grand mot, mais on va y revenir. À ce moment-là, j'étais au fond du trou, on va dire. J'étais dans un trou parce que j'ai d'énormes difficultés relationnelles avec ma mère, parce que d'énormes choses que j'ai vécues quand j'étais petite me sont remontées à la gueule, parce que j'ai une vie qui est quand même, qu'on peut pas qualifier de facile, même si sur le plan matériel ça va et que je manque de rien, il y a pas de souci. Je suis pas en train de me plaindre, en fait, je suis en train de faire un récapitulatif, parce que c'est important pour comprendre. Après, alors, je vais préciser aussi, j'ai aucune envie de me victimiser, j'ai aucune envie que vous me voyez comme une pauvre chose fragile, parce que c'est faux. J'ai aucune envie qu'on me voit comme quelqu'un de fragile. J'ai été fragile avant, mais maintenant c'est terminé en fait. L'avocate générale au procès a dit « Vous n'êtes pas faible, vous êtes fragile, et tout ce qui est fragile est précieux et vous devez le réparer. » Voilà. Je répare. À partir de maintenant, je répare. Je ne suis plus une victime, je ne suis plus une pauvre chose à plaindre. Donc si vous voulez m'adresser des mots de compassion, c'est gentil. Par contre, n'insistez pas, parce que en fait la vie continue et je suis une personne multiple et complexe et qui va remonter la pente. C'est très gentil à vous d'être compatissant pour moi, mais on va pas parler de ça en fait, on va pas parler de s'apitoyer sur nous-mêmes.
Ensuite, ce que je voulais dire, donc j'ai glissé sur une pente extrêmement dangereuse de laquelle je ne me suis sortie que très récemment, en 2023. Donc, je commençais à glisser tout doucement vers l'alcoolisme et à partir en live total. Et quand le confinement a été terminé, j'avais qu'une envie, c'était de sortir, de voir des gens. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté un de mes vieux potes qui était mon ex-copain. Et je lui ai dit, viens, on se voit, ça fait genre 2 ans, 3 ans qu'on s'est pas vu, viens, on sort sur la grande ville à côté de laquelle j'habite. Donc oui, on est sortis. Il y avait cette personne qui du coup l'a conduit, lui et sa copine, dans cette ville, en voiture. Cette personne que je ne connaissais pas du tout, qui était là. Et donc j'ai rien pensé au début. J'étais avec une amie à moi, du coup je dis viens on sort, on va voir cette personne. Ça fait un bail que je l'ai pas vue, voilà. Donc pendant cette journée on fait quoi? Bah on achète des bières, on se cale à un endroit, on picole. Et je crois que j'ai dépassé la limite acceptable à ce moment-là, sans m'en rendre compte, parce que bah, je pense que j'étais encore une loque sur le plan psychologique, que j'avais encore énormément de souffrance à évacuer, et du coup c'était l'alcool qui m'a permis ça. Et cette personne-là, en fait, mon agresseur a profité de cet état de vulnérabilité, et à partir du moment où j'ai parlé ouvertement de mon agression quand j'étais gosse, il s'est engouffré dans la brèche. Ce qu'il a vu, c'est quelqu'un qui parle de ce qui va pas, et en fait, au lieu de la rassurer, qui s'engouffre dedans et qui parle du fait qu'il est libertin avec sa femme. Donc là, jusque-là, vous dites pourquoi tu y es allé, pourquoi t'as fait ça, pourquoi machin. Je me le suis demandé très longtemps, vous en faites pas. Je sais toujours pas pourquoi j'ai suivi ce type. Qu'en fait, il a mélangé le fait de donner de faux mots de compassion, de faux mots de compassion envers moi, plus le fait d'appuyer sur le fait qu'il est libertin, qu'il y a beaucoup de choses qui ne le gênent pas du tout, que il fait tourner sa femme, qui est machin, et que truc, et voilà. Donc là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais si j'avais pas été dans cet état-là, je pense que ça serait jamais arrivé. J'ai déjà reçu des commentaires à ce niveau-là sur une vidéo que j'ai fait sur la chaîne Radio Modin, dont je n'ai absolument pas honte et dont je suis même plutôt fière, parce que c'était important aussi de parler de ce genre de choses, parce que j'ai parlé surtout du système judiciaire. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'es allé chez Modin Malin, machin, c'est pas une très bonne idée, il y a que des droitards, il y a que des incels. C'est faux, déjà. 90% des commentaires étaient extrêmement bienveillants. Donc, des commentaires du style, t'aurais jamais dû faire ça, j'en ai reçu plein. De la part de ma propre mère aussi. Qui m'a dit, mais comment ça se fait que tu t'es retrouvée dans une telle situation? Écoute, je n'en sais rien. J'étais dans une souffrance monumentale. Et cette personne, au lieu d'avoir un acte bienveillant et de me dire, écoute, je te raccompagne chez toi, il a dit, tu viens chez moi. Il a dit, viens, on fait l'after chez moi. Et du coup, il a profité encore de tout cet enchaînement d'événements duquel il avait le contrôle sur moi, sur le groupe dans lequel on était. Il avait le contrôle sur ce groupe. Il a profité de ce contrôle pour nous faire aller chez lui. Alors, mon amie qui était avec moi n'est pas venue avec nous, parce qu'elle n'a pas bu. Elle essaie de me retenir, elle n'a pas réussi. Donc, il a profité de ces circonstances-là pour prendre le contrôle de la situation, nous ramener chez lui, et faire ce qu'il avait envie de faire sur ma personne, sans que je sois en état de consentir. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Ensuite, on m'a souvent dit, surtout sur Internet, on m'a souvent dit, mais pourquoi t'as accepté, déjà? Pourquoi t'as accepté? Pourquoi t'as accepté de boire? Pourquoi t'as pas dit stop à bout d'un moment? En fait, j'étais, comment dire, hors de contrôle. Voilà, c'est ça. La situation est devenue hors de contrôle, et à un moment, ça ne me... Comment dire? Je me suis laissée aller, dans le sens où j'avais plus aucun contrôle sur mes mouvements, plus aucun contrôle sur ce que je faisais, plus aucun contrôle sur si je devais dire oui ou non à quoi que ce soit. Je disais des trucs aberrants, des trucs incohérents. J'étais pas capable, en fait, de dire non. Et il le savait très bien. Et c'est pour ça qu'il m'a ramenée chez lui. Voilà. Et mon amie qui a pas pu me retenir, elle a pas pu me retenir parce que j'étais dans un état d'incohérence et de... Comment dire? Dans un état d'incohérence et de perte de moi-même tellement fort qu'elle aurait pu me dire n'importe quoi, je pense que ça aurait pas marché. Voilà pourquoi je voulais en venir à vous parler de ce sujet. En fait, là où l'affaire Pellico m'a marqué, c'est parce qu'il y a cette question de soumission chimique qui a été amenée dans les débats et qui est pertinente, parce que on parle de quelqu'un qui a drogué sa femme à son insu pour que d'autres hommes profitent d'elle. Et je me sens proche de ça, parce que ça n'est pas arrivé de la même façon pour moi que pour elle, mais
je me sens proche dans le sens où bah moi j'étais sous soumission chimique, sous soumission alcoolique, pardon, sous soumission du produit qui est l'alcool, qui est une drogue dure, qui est une substance très dangereuse. Et du coup, je me sens proche de ça. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Je me sens concernée par ce qui se passe. Parce que là, c'est une violence, un degré de violence qui est inouï sur une personne qui ne consent pas, qui est inconsciente de ce qu'elle fait, qui est incapable de dire oui ou non, et d'hommes qui profitent d'elle alors qu'elle peut pas réagir. Et ça m'a fait hyper mal. En tant qu'ancienne victime, je me suis dit, il y a encore des gens qui sont capables de penser que si un mari dit « Vas-y, c'est ma femme, fais-en ce que tu veux », ils peuvent y aller. C'est quand même un degré de saloperie qui, moi, m'échappe. Honnêtement, ça m'échappe. Parce que les amis hommes que j'ai dans mon entourage me disent « Ces mecs-là, c'est des malades. Genre, ces mecs-là, c'est vraiment des... Mais c'est des monstres. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'autres mots que c'est des monstres, c'est des inconscients, c'est des golemons, enfin, c'est n'importe quoi. D'où tu vois quelqu'un... Non, apparemment, l'état de la personne était évocateur, quand même. D'où tu vois quelqu'un qui ne réagit pas, qui ne bouge pas, qui ne parle pas, et qui dort, et d'où tu essayes de faire ça, en fait. J'ai pas les mots, en fait. Les mots ont été posés, je pense, par d'autres gens que moi. Mais alors ça, d'où tu vois quelqu'un qui n'a aucune conscience de ce qui est en train de lui arriver, et d'où tu te dis, c'est ok, je peux y aller, son mari, il est d'accord. Ça veut dire déjà, premièrement, que tu considères la femme comme la propriété de son mari. Secondement, ça veut dire que tu n'as aucun respect pour ce que cette personne pourrait penser. Troisièmement, c'est que tu n'as aucune conscience de si elle est consciente ou pas de ce qu'elle fait. Donc, à un moment, tu as un manque de logique et d'empathie qui est grave. Voilà, ça a été dit, ça a beaucoup été dit, et je le répète. Tu as un manque d'empathie et une volonté de posséder quelqu'un qui est extrêmement grave. Et il y a un moment, il faut réfléchir sur soi-même. Et la honte, elle est de votre côté, les mecs. Là, pour le coup, la honte, c'est de votre côté parce que, de ce que j'en ai compris, au procès, les agresseurs se cachent derrière des masques alors que Madame Gisèle, elle s'affiche et on l'applaudit. Donc ça, c'est un bon signe en fait. C'est très bon signe. Donc je vais juste remettre en ordre mes pensées et on va continuer sur mon retour d'expérience de la justice. Ensuite, je pense que je vais vous parler du procès, parce que je l'ai fait en vidéo, mais cette vidéo est pas très visible sur ma chaîne. Donc je vais réitérer certaines choses que j'ai dit dans ce live que j'avais fait. Ensuite, on va conclure, et puis après, je vous dirai pourquoi j'ai porté mon t-shirt Marilyn Manson, pour mettre une nuance, pour dire quelque chose, parce que je le pense. Depuis février 2020, j'ai suivi cette affaire, et il faut qu'on en parle, c'est obligatoire. Ensuite, le prochain point que j'aimerais aborder, c'est le fonctionnement de la justice. J'ai un mot à dire sur la cour criminelle. Alors, si vous ne le savez pas, à l'origine, ce style de fait, donc les viols et les meurtres et les braquages, sont traités par des cours d'assises en France, ce qu'on appelle une cour d'assises. C'est-à-dire qu'il y a un magistrat professionnel qu'on appelle le président de la cour d'assises, et 12 jurés. Donc, les jurés sont censés être des gens comme vous et moi, qui ont plus de 25 ans, je crois, et qui n'ont jamais commis de crime, et qui doivent juger quelqu'un. Donc, c'est comme ça que ça marche, normalement. Alors, ça, c'est dans la théorie, parce que dans les faits, au moment du procès contre mon agresseur, j'ai été mise au courant de quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire l'insertion d'un nouveau système de cour d'assises, qu'on appelle la cour criminelle. C'est mon avocat qui m'en a parlé au moment du procès, avant le procès. C'est-à-dire que les 12 jurés sont remplacés par 4 magistrats professionnels. Donc, ça veut dire qu'on ne laisse plus la justice au peuple. L'objectif des cours d'assises, à la base, c'était de laisser la justice au peuple français. Donc moi, ça m'a étonnée au début, puis après, ça m'a mise en colère. Parce que ça veut dire que on ne laisse plus aux citoyens l'occasion de rendre la justice. Ce que je trouve dommageable, et ce que je trouve même limite... ce que je trouve vraiment mais pas normal, en fait. Parce que du coup, là, ce sont 4 juges, 3 femmes et un homme, plus le président, qui m'ont écouté quand j'ai témoigné à la barre. Donc, je me disais, mais si c'est pas des citoyens ordinaires, comment on va faire? Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un procès comme ça, parce que moi, j'ai appris que ça se faisait comme ça, parce que j'écoute beaucoup Faites entrer l'accusé, j'écoute beaucoup d'émissions de True Crime, j'écoute beaucoup de choses comme ça qui me renseignent sur comment la justice fonctionne. Donc, j'étais étonnée. Et puis après, ça m'a énervée. Parce que je me suis dit, on ne laisse plus aux citoyens l'occasion de rendre la justice envers leurs concitoyens. Donc ce n'est plus une justice qui est proche du peuple, c'est une justice
d'élite, en fait. C'est une justice où tu es un magistrat professionnel, donc tu vas pouvoir juger quelqu'un qui a commis un crime, alors que ce sont censés être des citoyens, comme vous et moi, qui devraient juger ce style de fait. Voilà. C'est en test. Alors, au moment où le procès contre mon agresseur a eu lieu, c'était encore en test, mais là, apparemment, c'est officiel. Le procès Pellico a lieu devant une cour criminelle, pas devant une cour d'assises. Mon avocat m'a dit que c'était parce que c'est cher, parce que pour défrayer tous les jurés c'est trop cher, parce que ça va plus vite et parce que enfin voilà, juste c'est une affaire d'économie. Et je trouve que c'est quand même aussi une affaire de déloyauté envers la société, parce que je trouve que par exemple des citoyens ordinaires auraient condamné mon agresseur beaucoup plus durement qu'il n'a été condamné. Donc je vais juste faire un retour sur le procès. Il a été condamné à 15 ans sans peine de sûreté. La peine maximum encourue était de 20 ans avec une peine de sûreté des 2/3, ce qui veut dire une peine de sûreté de 15 ans. Une peine de sûreté, c'est quoi? C'est une peine au bout de laquelle, une peine incompressible, au bout de laquelle il pourra demander une conditionnelle, pardon, mais seulement au bout de 15 ans. Et là, il a été condamné à 15 ans sans peine de sûreté, ce qui veut dire que à partir d'un certain nombre d'années, il va pouvoir ressortir. Alors, je ne sais pas comment la justice d'application des peines va être faite, mais moi, j'ai tendance à penser que ça pue la merde. Parce que cette personne est dangereuse, parce que je vous ai décrit vite fait ce qui s'est passé, mais il faut savoir qu'il a agressé d'autres jeunes femmes mineures, qu'il a agressé ses propres enfants, qu'il a fait des messes noires avec sa femme, et sa femme était complice, elle a été condamnée à 7 ans de prison, que voilà, il est parti très très loin, et que en fait, je me suis dit, à quel moment ils mettent pas la peine maximale, parce que cette personne est dangereuse. J'aurais préféré qu'on me dise, il sortira pas avant 15 ans. Et là, je suis dans un doute permanent, où je me dis, ça se trouve, dans 5 à 7 ans, il ressort, et j'en sais rien. Ou alors je serais peut-être prévenue, mais voilà, j'ai pas d'autre choix que de me dire, il pourra ressortir. Il pourra ressortir de prison, et moi ça me fait peur, parce que il a un profil hyper inquiétant, et un profil qui, selon moi, est le profil d'un futur tueur en série, en fait. Il va dans la gradation de la violence. On a évoqué des faits de sacrifice d'animaux pendant ce procès. On a évoqué le fait qu'ils aient tué une poule dans une de leurs messes noires. Donc à un moment, je me dis, à quel moment tu ne condamnes pas une personne comme ça à plus de 15 ans, en fait. C'est délirant. Et même que la peine maximale encourue soit de 20 ans, je trouve c'est pas assez. Mais après, ce sera toujours moi en tant qu'ancienne victime, qui me dit, mais ça protège personne, ce truc-là. Ça nous laisse en sursis, nous aussi, en fait. Ça nous laisse dans une espèce d'incompréhension, et de se dire, peut-être que dans quelques années, il ressort et il nous retrouve et il nous tue, en fait. Moi, c'est ma logique, elle est peut-être pas correcte, parce que je travaille pas dans la justice. Moi, j'ai été confrontée à ça en tant que victime, donc voilà. C'est un peu dur pour moi à process dans ma tête, parce que vraiment je me dis, qui me dit que dans 5, 7, 8 ans, il va pas ressortir et il va pas chercher à se venger, ou il va pas cacher les choses aux psychologues en prison, et qu'il va pas dire des dingueries pour sortir, quoi. Parce que je précise quand même que c'est le profil de quelqu'un qui a fait une fuite en avant, idéologique et spirituelle, et qui s'est permis des choses au nom de ses idéologies, qui se revendiquait néo-nazi et sataniste au moment où je l'ai rencontré, et qui maintenant a lu la Bible en prison. Donc voilà, il change d'idéologie comme il change de chemise déjà, et ensuite il peut justifier absolument n'importe quoi, et en lisant la Bible, il pourrait justifier aussi n'importe quoi, parce qu'il y a énormément d'appels au meurtre dans la Bible, il y a énormément de choses hyper violentes à l'égard des femmes dans la Bible. J'ai lu la Bible, j'ai été en école catholique, donc voilà. Je me dis, mais à partir du moment où il se justifie de tout avec des idéologies aussi vaseuses soient-elles, il est dangereux. Voilà, il est dangereux. Bref. C'était une aparté. Ensuite, la peine prononcée m'a déçue, et ça je l'avais déjà dit en vidéo, je l'ai déjà dit dans mon témoignage sur la chaîne Radio Modin. Cette peine ne protège pas les victimes, cette peine nous met en sursis. Voilà, cette peine nous met en sursis, nous, les anciennes victimes. Enfin, en plus parce qu'on est 5 ou 6, quoi. Voilà, c'était une précision, une aparté pour vous dire que même en ayant la justice qui a été rendue, c'est pas facile de surmonter tout ça. Donc je voulais apporter mon soutien total à Madame Gisèle dans cette épreuve, parce que elle, ce qu'elle a vécu, mais je n'aime pas comparer, mais alors si je devais comparer, ce que j'ai vécu, c'est rien du tout.
C'est abominable. Je me demande même comment on peut en venir à une idée pareille dans un cerveau normal, humain, quoi. Il est pas normal. Enfin, il y a un moment, on dit c'est monsieur tout le monde, ça pourrait être ton voisin. Effectivement, ça pourrait être ton voisin. Parce que n'importe qui est susceptible de subir ce genre de choses, n'importe qui est susceptible de tomber sur un pervers, et les pervers savent très bien se cacher. C'est ça qui est fou. Ce que j'en ai conclu, moi, avec mon expérience, c'est que les pervers savent extrêmement bien se cacher. Les pervers sont des manipulateurs très habiles. Vraiment très habiles. Ils savent faire passer des vessies pour des lanternes tout le temps. Ils savent très bien se cacher. Ils savent très bien manipuler les gens pour que ça aille dans leur sens. J'ai une certaine expérience de la perversion, voilà. Donc, ils savent en fait, à partir du moment où quelqu'un est susceptible de répondre à leur manipulation, qu'ils peuvent faire tout un espèce d'embroglio psychologique pour vous amener à faire ce qu'ils veulent. Et personne n'est à l'abri. La personne, aussi intelligente soit-elle, peut y être confrontée. Donc je vous mets en garde aussi, faites gaffe à qui vous parlez, faites gaffe à tout, quoi. Enfin, j'ai pas envie de vous mettre dans une parano parce que justement je vais apporter une nuance à ce niveau-là, mais de juste vous méfier des gens, de pas tomber dans le panneau de n'importe qui, d'avoir un esprit critique, genre écoutez la chaîne de Clément Fraise, écoutez la chaîne de la Tronchambier, écoutez Jordanix, je sais pas, n'importe qui vous mène sur un esprit critique. Voilà, qui vous mène sur le fait de remettre en question ce qu'on vous dit. Parce que moi, à l'époque, j'en étais pas capable et j'ai pas pu consentir à quoi que ce soit. Bon, après, je suis loin d'être une idiote parce qu'il a essayé de me vendre son idéologie le jour où je l'ai rencontré. Il a essayé de me dire, ouais, moi, je suis néo-nazi, je suis sataniste. Il y avait des croix gammées chez lui. Hein. Il y avait un drapeau avec la croix gammée. Voilà. Cette vidéo va être shadowban. Voilà, il y avait des croix gammées, il y avait la Bible sataniste d'Anton LaVey. Alors, petit aparté aussi, ce que j'ai déjà dit, mais que je répète, la Bible sataniste d'Anton LaVey, c'est pas un livre ésotérique classique, et c'est un livre qui n'incite pas à la violence envers autrui. Ça n'a rien à voir avec les écrits d'Aleister Crowley, parce qu'Aleister Crowley, c'est un des plus gros pervers sur lesquels j'ai pu... ce que j'ai pu lire, c'est vraiment... c'était carabiné. Il se revendiquait pas d'Aleister Crowley, il se revendiquait d'Anton LaVey. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a absolument rien compris à ce qu'il a lu. Je précise que dans la Bible sataniste d'Anton LaVey, il est écrit noir sur blanc qu'il ne faut pas faire de mal aux enfants. Donc, il a fait quoi? Il a fait du mal à ses enfants. Donc, bon, à un moment, il se foutait de ma gueule. Donc ça, j'ai pas avalé parce que c'était pas... pour moi, c'est pas concevable parce qu'en fait, j'ai lu certains passages de la Bible sataniste. Le message est complètement différent. Le message, c'est un message d'émancipation. C'est pas un message de toute puissance. Ça n'a rien à voir. C'est Nietzschéen sur les bords, mais c'est pas un truc de toute puissance où l'individu est roi et tu peux faire ce que tu veux. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. Si on le considère sous un point de vue idéologique et de recommandation et de tout ce que vous voulez, c'est pas du tout le cas. C'est pas comme ça qu'Anton LaVey a conceptualisé le satanisme. C'était une rébellion contre l'Église catholique aux États-Unis, qui est extrêmement présente et extrêmement punitive, extrêmement culpabilisante. Donc il a voulu mettre un autre son de cloche sur la spiritualité. Et voilà comment on en est arrivé au satanisme lavéien, qui n'a rien à voir avec le satanisme crowleyien, et qui n'a rien à voir avec d'autres formes de satanisme qui peuvent exister. Donc il a fait un mix de tout et il a justifié ça n'importe comment. En revanche, la différence que je note avec l'affaire Pellico, c'est que justement mon agresseur, ce qu'il est ressorti au procès, c'est qu'il a pas réellement de problème psychologique, il a pas réellement de raisons qui l'ont mené à faire ce qu'il a fait, parce que en soi, oui, il a eu du harcèlement scolaire, mais il a jamais été violé, il a jamais été agressé sexuellement, il a jamais connu ça. Donc je me dirais à un moment, moi aussi j'ai été harcelée à l'école, ça me donne pas le droit d'être un enculé, ça me donne pas le droit de faire du mal aux autres, ça me donne pas le droit de m'approprier ma vie en me faisant, comment dire, en dominant les gens. C'est pas une raison, voilà, c'est pas recevable. Et il y a un moment où il a dit, oui, je suis conscient que j'ai violé toutes mes victimes, je vous demande pardon. Tu sais quoi, t'as lu la Bible, le pardon, je peux pas te l'accorder. Le pardon au sens chrétien du terme, je peux pas te l'accorder. Parce que moi, j'ai pas arrêté de souffrir, j'ai pas arrêté d'errer dans ma vie à cause de toi, donc ton pardon, tu sais où tu peux te le mettre. Ensuite, ouais, il a lu la Bible, il devrait savoir que le pardon, c'est considérer qu'on arrête de souffrir par rapport aux actes de quelqu'un. Et ben moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour d'autres gens. Je suis encore en contact avec quelques-unes de ces victimes. On n'a pas digéré, en fait. On n'a pas pardonné parce que on souffre, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Le pardon, il intervient à partir du moment où tu ne souffres plus. C'est comme ça que le pardon chrétien est théorisé dans la Bible. Mais non, enfin non, pour moi c'est pas possible. Pour l'instant c'est pas acceptable, c'est pas concevable. Voilà, c'était une aparté. Donc il peut lire tout ce qu'il veut, il peut justifier tout ce qu'il veut, le pardon il l'aura jamais. Voilà, alors ensuite pour juste faire une parenthèse et ramener ça à l'affaire qui est en ce moment en train d'être battue médiatiquement à un point tel, je pense que le procès déjà va durer 4 mois, je souhaite vraiment bonne chance aux parties civiles parce que déjà moi j'ai vécu un procès qui a duré 5 jours, c'était hyper éprouvant, j'étais pas bien, je devais sortir régulièrement de la salle d'audience parce que il y a certaines choses que j'arrivais pas à entendre. Il y a certaines choses qui m'ont fait péter un câble. J'ai pas crié, j'ai pas réagi comme ça sur le coup, mais j'étais obligée de sortir à des moments parce que c'était hyper douloureux d'entendre certains trucs. Genre l'avocate de la défense qui justifie les actes de mon agresseur par le fait que j'étais majeure et que j'ai pas réellement été violée. Non, c'était insupportable. Pour sa défense, elle a fait son travail, mais alors il y a des choses qui sont inentendables en fait quand t'es victime, enfin quand t'as dû surmonter un truc comme ça. C'est inentendable. C'est pas possible. D'entendre même juste l'avocate générale qui me pose une question au moment de mon témoignage et qui me dit « Vous êtes sûr que vous vouliez pas avoir des relations intimes avec un tel ?» Non. Ah non. J'étais pas venue pour ça, moi, en fait. Et j'étais même pas en état, tu vois. Donc, j'étais pas très bien. Mais après, j'ai vu quand même l'avocate générale a demandé une précision parce que c'est son job, en fait. Et parce qu'il y avait un doute à avoir sur mon témoignage. Mais alors... Voilà, là où je voulais en venir à la fin de cette vidéo, je pense que je vais arrêter cette vidéo ensuite, c'est que... alors, remettre en doute la parole de quelqu'un qui raconte ce genre de faits, je trouve ça grave, mais d'un autre côté, c'est nécessaire. Au procès, c'était nécessaire pour comprendre toute l'ampleur de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, des actes qui ont été posés. Pour comprendre toute l'ampleur de la catastrophe sur les victimes et comprendre pourquoi cette personne a agi, je comprends. C'est un réflexe qui est judiciaire et qui est nécessaire pour voir s'il n'y a pas des irrégularités ou des choses comme ça. Par contre, ce que ça m'a donné comme impression, c'est qu'on blâme souvent les victimes, du coup, qu'on les met en porte-à-faux comme s'il y avait un doute à avoir sur leur version des faits. Alors, c'est là que j'aimerais nuancer, par contre. C'est que, ok, moi ça m'a fait chier qu'on me demande vraiment si j'avais l'intention d'avoir une relation intime avec quelqu'un, alors que c'était pas du tout l'objectif attendu de cette journée et que j'aurais jamais, avec le recul, si j'avais pu ne pas la vivre, je l'aurais pas vécu. Donc voilà. Le truc, c'est que je me suis sentie assez accablée quand on m'a posé ce genre de questions. Et parce que dans mes témoignages avant, pendant la procédure, durant ma plainte, pendant la procédure qui a duré 3 ans, et au procès, je n'ai jamais varié dans mes versions. Et j'avais un témoin, en plus. J'avais 2 témoins avec moi qui ont corroboré ce que j'ai dit et donc qui ont affiché aux yeux du monde que j'avais pas pu mentir, que c'était impossible. Donc, oui, c'est chiant. Oui, ça fait mal. Mais la justice a besoin d'éléments pour condamner quelqu'un. Ça ne constitue pas des preuves directes et matérielles, mais c'est nécessaire. D'accord, ça fait chier, d'accord, c'est horrible. Et entendre ça en tant que victime, c'est difficile. Mais il faut quand même qu'on puisse rétablir les choses et mettre comment dire, je ne défends absolument pas les avocats de la défense de Gisèle parce qu'ils ont une attitude que je trouve dégueulasse. Mais effectivement, en tant que citoyen, en tant que victime ou qu'ancienne victime, ça fait mal. Mais par contre, je pense que d'un certain point, c'est nécessaire pour corroborer la véracité des faits et corroborer le fait que la personne doit être condamnée ou pas. Un procès, ça sert à ça. Ok, c'est horrible. D'accord, c'est horrible, mais c'est nécessaire. En revanche, ce qui est pas nécessaire, c'est que dans la sphère publique, on accable les gens et qu'on se permette de dire non mais t'es sûr que t'avais pas envie de ça, non mais t'es sûr que machin, non mais t'es sûr que truc. À partir du moment où c'est posé et où la culpabilité est avérée et où la personne est condamnée, lâchez-nous en fait. Lâchez-nous. Parce que c'est pas, pour moi c'est pas correct en fait. À partir du moment où la justice a décidé, il faut juste fermer sa gueule et accompagner les personnes concernées et les laisser tranquilles. Voilà. Il y a un moment où vous y étiez pas. Si vous commentez cette vidéo et que vous allez dans ce sens-là, je peux rien faire pour vous déjà. Et ensuite, je vous dirais juste, taisez-vous.
c'est arrivé, cette personne a été condamnée. Dominique Pellico, on se doute bien qu'il va être condamné lourdement pour ces faits-là et que les 50 autres personnes qui sont dans le box des accusés vont être condamnées très lourdement. En revanche, là où j'ai un problème, c'est que on dit souvent que les agresseurs, ce sont des monsieur et madame tout le monde, enfin des monsieur tout le monde, dans ce cas-ci. Je vous dirais juste que le mal existe et le mal est caché en nous, le mal est caché en tout le monde et qu'on est capable de le faire surgir à des moments où on s'y attend pas. Du coup, n'importe qui peut commettre ces actes-là. Les pervers savent très bien se cacher, les pervers parfois s'ignorent et les pervers ressurgissent à des moments où on ne s'y attend pas. Les pervers existent, pour moi le mal existe, le mal absolu existe. Le fait de vouloir s'en prendre à un enfant, le fait de vouloir s'en prendre à un animal, le fait de vouloir s'en prendre à une femme qui ne réagit pas, existe. Il faut... comment dire ? Il faut composer avec ça. C'est terrible. Mais on n'a pas le choix, en fait. Il faut faire avec le fait que des gens, qu'ils soient hommes ou femmes, veulent asseoir une domination sur les autres et veulent s'assurer d'un pouvoir sur les autres pour nier leur humanité, pour nier qui ils sont, pour nier leur consentement, pour nier tout, pour leur profit personnel, pour leur plaisir personnel, pour l'argent. Des femmes et des hommes vénaux et vénales existent, font du mal à d'autres hommes, à d'autres femmes et à d'autres enfants pour leur profit personnel. Les mères maquerelles d'Europe de l'Est, elles existent. Les exciseuses, elles existent et elles gagnent de l'argent avec. N'importe qui est susceptible de faire n'importe quoi. Ok, il existe peut-être un patriarcat mondial qui fait que la majorité des agresseurs sont des hommes. Alors, je reviendrai aussi, comment dire, je mettrai une parenthèse sur le fait que biologiquement on n'est pas fait de la même façon, qu'un homme est capable de dominer une femme physiquement s'il en a envie, parce que les hommes sont plus forts que nous, physiquement. Ensuite, que les femmes n'utilisent pas les mêmes techniques pour faire du mal. Elles utilisent la violence psychologique, j'en sais quelque chose. Elles utilisent la violence morale et la violence sexuelle parfois. Ça arrive que des femmes fassent des violences sexuelles, commettent des violences sexuelles, et ça arrive beaucoup trop souvent que des hommes ne viennent pas porter plainte. Donc je suis en train aussi de me dire que je devrais vous transmettre un message. Ouvrez vos gueules. Je l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai faite pour Maudin. Ouvrez vos gueules, en fait, que vous soyez homme ou femme victime de ce genre de choses. Je sais à quel point les violences sexuelles détruisent les gens. Ouvrez-la. Dites ce que vous avez à dire. La justice suivra ou ne suivra pas, mais faites-le. Parce que plus on sera à parler, plus on sera à ouvrir nos bouches sur ce genre de sujet, plus le monde ira mieux. Donc plus on pourra faire avancer les mentalités, ne serait-ce qu'en France, où on considère encore que si un mari est d'accord pour qu'on viole sa femme, on considère que c'est ok. Voilà. Je pose ça ici, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, en revanche, je vais conclure. Je vais aller vers la fin de cette vidéo, c'est promis. On va y arriver. Alors, la fin de cette vidéo, c'est justement que j'allais poser une nuance que je ne vois pas partout et que j'aimerais, voilà, qui va en corrélation avec mes opinions politiques, mais qui, comment dire, n'est pas pour autant rétrograde. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un de rétrograde qui dit la femme à la cuisine et compagnie. Voilà. J'ai tendance à me dire, avec le recul, que n'importe qui est capable de faire du mal à n'importe qui, que la violence existe sous toutes ses formes, que il faut travailler dessus pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. Les hommes comme les femmes sont capables de choses atroces envers des enfants, envers des animaux, envers d'autres hommes et d'autres femmes. Donc c'est un système de domination, qu'il soit patriarcal ou pas, j'en sais rien. J'ai pas théorisé sur le sujet. Vous allez me dire en commentaire s'il y a des gens, genre des féministes et compagnie qui viennent me dire mais tu t'es soumise au patriarcat, du coup t'es misogyne. Je suis pas misogyne, j'ai été victime de viol et je sais que la majorité des agresseurs sont des hommes, mais que tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Donc on va venir là-dessus. Promis, on va y arriver. Ce qui me fait mal dans cette affaire-là aussi, dans l'affaire Pellico, c'est que j'entends assez peu d'hommes se rebeller contre ce genre de choses. J'entends assez peu d'hommes dire « Putain, c'est dégueulasse, comment est-ce qu'on peut faire ça? Un homme, c'est pas ça, un homme, ça s'empêche, machin. » Voilà, les hommes ne sont pas des animaux décérébrés qui veulent sauter sur tout ce qui bouge et ne sont pas des agresseurs en puissance pour la majorité d'entre eux, et fort heureusement. C'est, encore une fois, lamentable qu'une minorité de gens fasse croire à d'autres gens que le groupe d'individus global se comporte de facto de la même façon, parce que c'est faux. Moi, ça fait 7 ans que je vis avec le même homme. Ça fait 7 ans que je l'aime de tout mon cœur et qu'il m'aime de tout son cœur. Ça fait 7 ans que je ne me suis jamais sentie en danger avec lui. Je ne me suis jamais sentie rabaissée. Je ne me suis jamais sentie violentée. Je n'ai jamais rien eu à lui reprocher et qu'on ne s'est jamais disputé. Donc oui,
avoir un couple sain hétérosexuel, c'est possible. La majorité des couples vivent très bien. Et j'en ai marre en fait des féministes extrêmes. Je parle des extrêmes, je parle pas des féministes classiques de tous les jours. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les féministes extrêmes qui disent on n'a pas besoin des hommes, les hommes c'est tous des connards, all men are trash. Ça me dégoûte. Parce que j'espère vraiment que si vous êtes hétérosexuel, vous allez tomber sur des hommes formidables qui ne veulent que votre bien et qui ne veulent que vous défendre et qui ne veulent que vous aider en fait. Parce que le soutien de la personne qui partage ma vie a été incroyablement important toutes ces années. Et je sais très bien que cet homme-là, il est incapable de faire ça. Et je sais très bien que cet homme, je l'aimerais jusqu'à ma mort. Voilà, j'ai pas envie justement que les hommes se sentent en danger par rapport à ça. Alors si peut-être dans leur masculinité, mes couilles sur ton front, masculinité toxique, écoute, peut-être que ça existe, je pense que oui, ça peut exister. Le patriarcat, ça existe. Enfin, comment dire, les modèles patriarcaux qui ont fait qu'on en est là dans l'humanité existent, mais maintenant il faut les réformer. Et il faut se dire, est-ce que tout est bon à prendre? Voilà, dans une idée ou dans un modèle de société, il faut se demander, est-ce que c'est bon à prendre? Est-ce qu'on n'a pas déconné à un moment donné? Est-ce qu'il faudrait pas écouter plus les victimes, etc. Voilà. Ok, on peut en parler, pas de problème. Par contre, de tout mettre dans le même panier, de faire aucune nuance, jamais, surtout sur les réseaux sociaux, ça qui me gonfle, c'est pour ça que je fais des vidéos longues, comme celle-ci, où je peux vous parler en long, en large et en travers de ce que j'ai envie de vous parler. Et du coup, de justement apporter un dialogue, en fait. Moi, je préfère que des hommes prennent la cause à bras-le-corps et se disent, voilà, il faut montrer que tous les hommes ne sont pas comme ça. Il faut montrer que la majorité des hommes sont des gens bien. Et il faut montrer qu'on est capable de surmonter nos modèles de société qui sont dépassés. Voilà. Desquels on n'a plus besoin grâce à l'évolution des technologies, grâce au fait qu'on peut disposer de son corps comme on veut, quand on est une femme, qu'on peut utiliser la contraception, qu'on peut utiliser l'interruption volontaire de grossesse, même si c'est terrible à utiliser et que c'est horrible pour la majorité des femmes qui le subissent. Ensuite, qu'on peut justement vivre tranquillement en ayant nos règles et en travaillant, voilà, que nos règles nous affaiblissent, mais que ça veut pas forcément dire qu'on ne peut pas travailler, qu'on ne peut pas avoir une vie normale grâce à tout ce qui est protection hygiénique, grâce à tout ce qui est dans le domaine médical, et particulièrement le domaine médical a aidé au fait que les femmes soient indépendantes, et c'est très bien, c'est parfait. Donc, il faut se poser ces questions-là. Il faut se dire, est-ce qu'on n'aurait pas des améliorations à faire dans les discours, dans les façons de penser? Alors, peut-être que ma façon de penser vous débecte, c'est votre problème, c'est pas grave. Je parle tel que j'ai envie de parler, tel que j'ai envie d'exposer ma pensée, parce que c'est important. Ensuite, vous pouvez me contredire, il n'y a pas de souci. Par contre, respectez ma personne. Je vous demanderai d'être respectueux dans les commentaires, parce que je sois d'un bord politique ou de l'autre, que je sois supposément de telle ou telle orientation ou de l'autre, c'est mon problème. Et je vous ai juste posé mon opinion politique pour que vous situiez un peu où je pourrais me positionner en fait. Voilà, c'était pour que vous ayez une idée un peu plus précise de comment est-ce que je raisonne. Voilà. Donc, en fait, au lieu de se tirer dans les pattes entre hommes et femmes, venez, on discute. Venez, on se dit, tiens, qu'est-ce qui va pas chez les hommes, qu'est-ce qui va pas chez les femmes? On sait qu'on réagit différemment, on sait qu'on est constitué différemment, et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de travailler autour? Plutôt que de dire, all men are trash, plutôt que de dire, toutes les femmes c'est des pisseuses, venez, on discute. Venez, on ouvre le débat sur le fait que on peut avancer ensemble, on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres pour survivre en tant qu'espèce. Pourquoi est-ce qu'on ne communiquerait pas au lieu de s'exciter tous ensemble là, de s'exciter les uns contre les autres? Le fait qu'on s'excite les uns contre les autres, ça donne des féminazis de Twitter, ça donne des trucs aberrants dans les communes LGBT, ça donne des incels, ça donne des mascus et ça donne des pervers. Donc à un moment, je pense que ça ne marche pas et que on peut discuter. Promis, cette vidéo est presque terminée. Je reviendrai juste sur pourquoi j'ai décidé de porter un t-shirt Marilyn Manson. Alors, l'affaire Marilyn Manson a débarré en février 2020, au moment où Evan Rachel Wood, son ex-copine et ex-fiancée, a dénoncé des violences domestiques à l'encontre de Marilyn Manson. Alors, j'ai suivi cette affaire et au début, je me suis dit, faut croire les victimes. Si ça se trouve, ce qu'elle dit, c'est vrai. Si ça se trouve, elle a vraiment vécu, parce que moi, j'ai beau être fan autant que je veux de ce type, je le connais pas. Donc voilà,
Du coup, j'ai suivi silencieusement dans mon coin en attendant de voir ce qu'il en était. Et là, vers avril 2020, une personne émerge sur YouTube. Elle s'appelle Colonel Kurtz. Elle fait un travail journalistique. Qui elle est cette femme? C'est une prof de philo, je crois, une professeure qui a enquêté dans son coin sur qu'est-ce qu'il en était de cette affaire. Parce que des grosses choses vraiment très graves sont sorties dans la presse, et elle s'est penchée dessus, et elle s'est rendue compte qu'il y avait des incohérences dans ce qui a été dit, que ça pouvait juste pas tenir debout. Et en fait, au bout de quelques mois d'enquête, elle a été interrogée des gens concernés par les dires d'Evan Rachel Wood et par les dires de ses co-accusatrices, des co-accusatrices de Marilyn Manson. Elle est allée, du coup, s'adresser aux personnes concernées, ce que peu de journalistes ont fait. Elle a fait un travail journalistique et s'est rendue compte que ce qui avait été dit par Evan Rachel Wood était un hoax. Donc, en anglais, ils appellent ça un hoax. En français, on va appeler ça un canular. Ça m'a fait cogiter, parce que du coup, entre-temps, moi j'ai été victime de viol. Et je me suis dit, c'est une personnalité publique. C'est quelqu'un dont la voix porte très loin. C'est quelqu'un dont les dires vont être pris au sérieux par beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Du coup, là, je vous parle en étant presque sûre à 100% que Marilyn Manson n'a rien fait. Voilà. Que Marilyn Manson est innocent et qu'il est victime d'une campagne de démantèlement de sa réputation et de sa personne. Et en fait, c'est pas parce que j'ai été victime de viol que je peux pas dire que ça, c'est pas dégueulasse en fait. Il faut écouter les victimes, d'accord. Il faut prendre au sérieux quelqu'un qui raconte quelque chose d'aussi grave, mais par contre se servir de ça, de se servir de faits aussi graves pour son propre profit, pour s'exposer médiatiquement et essayer de porter une parole qui du coup est caduque, moi je trouve ça dégueulasse. Je vous parle pas de personnes qui sont vulnérables, qui vont porter plainte et qui, au fait, que du coup la plainte s'avère fausse, ou d'ex complètement folles qui vont porter plainte à un commissariat pour dire mon ex m'a violée pour se venger. Là, je vous parle pas de ça, en fait, je vous parle de quelqu'un dont la parole a un certain poids médiatique et qui se permet de mentir. Dont on sait qu'elle a menti. Je suis désolée pour tous ceux qui n'auraient pas suivi ou qui pourraient me contredire. Je suis intimement persuadée qu'elle a menti. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai été très en colère. J'ai passé des jours à pleurer à cause de ça. Parce que je me suis dit, cette femme-là, elle pourrait avoir l'occasion de faire avancer une cause qui est noble, qui est donc le féminisme et les violences faites aux femmes, les violences domestiques, etc. Parce que la base du truc était extrêmement saine et extrêmement profitable pour les femmes. C'est-à-dire qu'elle voulait faire la loi Phoenix Act. Elle a témoigné devant le Congrès, je crois, pour allonger le délai de prescription pour ce genre de fait, ce qui est une excellente démarche et que je soutenais à la base. Et là, elle a parlé des abus qu'elle a vécus. Et là, je me suis dit, attends, c'est qui? Son abuseur, c'est qui? Et là, elle a balancé le nom. Et moi, je me suis dit, là, c'est foutu. Marilyn Manson, il s'en relèvera plus jamais. C'est foutu. Il est terminé. Qu'il soit innocent, qu'il soit coupable, c'est terminé. Il s'avère que il a fait un comeback extrêmement... Il a glow up, voilà. En 2024, il a fait un glow up, un comeback, et il s'en est relevé. Alors, je voulais juste adresser un message. On ne plaisante pas avec ça. Voilà. Ma conclusion, indépendamment de ce que je vous ai dit sur l'affaire Pellico et indépendamment de ce que je vous ai dit sur moi et sur comment j'ai vécu le procès, indépendamment de tout ça, on ne plaisante pas avec ça. Qu'une personne aussi connue et aussi médiatisée se permette de mentir et qu'on se rend compte que c'est un hoax, mais honteux, je trouve ça horrible. Je trouve ça aussi horrible que ce que j'ai vécu. Je trouve ça aussi horrible que toutes les violences qui peuvent être infligées, parce que si on voit une personnalité publique comme ça qui ment, qu'est-ce que vous croyez que les masculinistes vont dire? Les femmes, c'est des menteuses, faut pas les écouter. Elles l'ont cherché. Voilà. C'est la conclusion à laquelle quelqu'un d'extrêmement misogyne peut venir, c'est celle-là. Donc, jouez pas avec ça, en fait. Ne mentez pas. Putain, ça fait du mal. Moi, ça m'a fait du mal, physiquement. J'en ai pleuré pendant des jours, de me dire, elle salit quelqu'un qui a rien demandé. Elle salit un homme qui n'a rien demandé. J'ai un pote à qui c'est en train d'arriver actuellement. Les femmes qui accusent à tort, et même les hommes qui accusent à tort, ça existe. Les enfants, on va mettre des guillemets, et on va prendre beaucoup de recul parce que c'est un autre sujet. Je pense qu'un enfant ne peut pas inventer un truc pareil. Bref.
Mais alors, une femme adulte parfaitement consciente du fait que ça peut ruiner quelqu'un, qui fait ça, et qui s'expose médiatiquement, et qui en plus en est fière, je trouve ça horrible. Parce qu'il n'y a aucune fierté à tirer de ça. Être victime, c'est horrible. Être victime, ça fait mal. Sortir du statut de victime, c'est long. Et juste arriver à quelque chose de sain dans sa vie après un truc pareil, c'est extrêmement long. Et s'attribuer le statut de victime, c'est dégueulasse. Voilà. Moi, ça m'a mis extrêmement en colère. C'est vraiment ça qu'il fallait que je vous dise aussi. Donc, j'apporterai une nuance sur les 2 à 3% de fausses accusations. Dans l'idéal, je vous dirais, ne faites pas ça. Quel intérêt de mettre quelqu'un, comment dire, de ruiner juste la vie de quelqu'un alors que vous n'avez pas vécu ce que vous prétendez avoir vécu. Je comprends pas. Parce que pour l'avoir réellement vécu, c'est attesté dans un dossier de justice. Pour l'avoir réellement vécu, je ne comprends pas qu'on veuille s'attribuer ça. Je comprends pas qu'on veuille être associé à ce genre de choses. Je comprends pas qu'on veuille en tirer une quelconque fierté. Parce que moi, j'en tire aucune fierté d'être sortie de là. J'en tire aucune fierté, je veux juste que ma vie continue. Je veux juste éveiller les consciences et parler à vous, vous parler à vous de manière ouverte pour qu'on puisse ouvrir un débat. Mais je veux pas qu'on s'apitoie sur moi. Je veux pas avoir ce statut toute ma vie. Je veux plus qu'on m'appelle victime. C'est horrible d'être victime. Pourquoi est-ce que vous auriez envie qu'on vous considère comme victime? Ça me dépasse. Voilà. Et Marilyn Manson n'a rien fait. J'en suis persuadée. Voilà. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est qu'on m'a retourné le cerveau. Peut-être que c'est parce que je suis extrêmement fan de lui et parce que sa musique m'a aidé à survivre toutes ces années. Mais voilà, je vous le dis droit dans les yeux, Marilyn Manson est innocent. Voilà. Et je voulais aussi adresser un message aux gens à qui ça peut arriver. Vous savez que c'est pas drôle. Vous savez qu'on joue pas avec ça. Vous savez que rien n'est simple après de tels faits. Vous savez qu'on s'en relève jamais vraiment. Vous savez que vivre après ça, c'est infiniment douloureux. On ne vit pas en fait, on survit. Moi, le mode survie me permet de me lever tous les jours, de nourrir mes rats, d'avoir un peu de batterie sociale. La mode survie me permet de juste manger, de prendre une douche, mais c'est tout en fait. Je ne vis pas. Je suis en sursis. Je vis dans une espèce de peur. Pas de parano parce que voilà, mais j'ai des angoisses absolument terribles tous les jours. Je me demande si un jour il ressortira pas de prison, il voudra pas me faire la peau pour se venger de moi parce que c'est moi qui ai déclenché la procédure, c'est moi qui ai porté plainte la première. Voilà. Il faut que vous disiez ça aussi. On ne joue pas avec ça. On ne plaisante pas avec ça. On ne s'invente pas des faits qui ne sont pas vraiment arrivés. On ne dévoie pas la parole d'autres victimes qui aimeraient être entendues sous prétexte qu'on veut les aider. Je pense que le prétexte qui a été avancé de la part d'Evan Rachel Wood, c'est oui, mais ça fait avancer la cause. Non, tu fais rien avancer du tout, ma chérie. Tu nous fais mal. T'es une personnalité dont la voix porte, tu nous fais mal. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire et j'espère que cette vidéo ne sera pas trop dure à entendre. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas, comment dire, ne vous aura pas convaincu que je suis une horrible nazie d'extrême droite. Cette vidéo va être shadowban, donc partagez-la. Soyez sympa, partagez-la, parce que pour une fois, j'ai envie de faire tourner ce message. J'ai envie que les gens entendent la nuance dans tout ce que j'ai dit. J'ai envie que les gens discutent, en fait, qu'on soit d'accord ou pas avec moi. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Par contre, les gens qui vont venir m'insulter en commentaire, faites-le, comme ça on verra que vous êtes des abrutis finis. Et ensuite, comme ça, on va les afficher, ces idiots-là, dans les commentaires. Ensuite, on pourra ouvrir une brèche sur le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans notre pays. Beaucoup de choses au niveau du féminisme, au niveau du respect juste qu'on peut avoir d'autres personnes humaines. Pour moi, la base du problème, c'est le respect de la personne humaine. C'est le manque d'empathie. C'est le manque de conscience de l'autre. C'est le fait qu'on n'arrive pas à communiquer autrement que par la violence, dans beaucoup de cas. Que sur Internet, on se comporte comme des animaux, en fait. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que ça n'a pas été trop dur à entendre. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine.